putain de bagnole. Salut les enfoirés. Merci d'activer le pouce pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu différente, un petit peu spéciale, puisque j'ai l'occasion de conduire une Mégane 4. Et donc la Mégane 4 est sortie en 2016. Elle a été restylée en 2020. Le modèle qu'on a devant nous, il a à peu près 3000 km. C'est un diesel 1,5 litre DCI de 115 chevaux. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est un petit peu à la croisée des chemins, puisque cette voiture qui est apparue en 2016, on est en 2023, donc elle a déjà 7 ans, donc on est vraiment en fin de cycle. Lors du restylage, eh bien, ils ont supprimé la quasi-totalité de l'offre diesel de la voiture, parce que maintenant, comme je vous l'ai dit, il ne reste plus que le 1,5 DCI, 115 chevaux. Et en 2022 est sortie la Mégane 5, mais en 100% électrique. Donc c'est la croisée des chemins, à savoir, est-ce que ça annoncerait la disparition du diesel, la disparition des moteurs thermiques? Eh bien, c'est une question légitime, sauf que il semblerait que Renault ait un projet de lancer une future version de la Mégane 4. Donc c'est la fin, mais c'est pas vraiment la fin. Voilà, ce qui m'a étonné à la lecture de la fiche descriptive du véhicule, c'est la consommation. Donc on serait à 4,6 litres en ville, 3,9 litres en mixte et 3,5 litres sur la route, ce qui paraît vraiment très bas. Et bien écoutez, c'est ce qu'on verra sur la route. Alors au niveau du design, la voiture elle est noire, donc on ne se rend pas forcément bien compte de toutes les formes et tous les galbes. On a la sensation quand même que c'est une grosse Clio. Moi je trouve que malgré ses 7 ans d'âge, elle reste assez moderne. Elle est bien campée sur ses 4 roues. Elle est assez ronde, mais en même temps, il y a des galbes sur la voiture qui lui donnent une typologie un peu plus sportive. Et là, ici, sur l'aile avant, on a un galbe. Et le galbe va aller jusqu'à la découpe du custode arrière. Alors cette voiture a très peu de kilomètres. Première impression quand on rentre dans la voiture. Alors je sais pas, il faudrait que je regarde si c'est pas une finition un petit peu sportive, mais elle est toute noire, tout est très noir. Ce qui égaye un petit peu, c'est tous les cerclages chromés sur les commandes au tableau de bord, sur le levier de pompe de vitesse, sur le volant, et une finition un petit peu argentée en plastique sur la contre-porte. Voilà, alors ça égaye un petit peu, mais ça reste quand même très noir. Même les sièges sont noirs, bon, quand même avec une surpiqûre blanche ou grise. Et la première impression en s'asseyant, qui m'étonne un petit peu de Renault, c'est que c'est quand même assez ferme, hein. Les sièges sont fermes. Et ça, c'est moi ce qui me surprend de prime abord sur une Renault. Alors j'ai pris position à l'arrière, hein, ce que font rarement les conducteurs. Et donc on a des sièges où, regardez, même avec un siège d'assez grande taille, hein, les conducteurs de plus d'1,75 m ne seront pas gênés, puisque là le siège est réglé pour un conducteur assez grand. Et je me suis mis à l'arrière et regardez, j'ai quand même pas mal d'espace au niveau du genou. Et au niveau de la garde au toit, eh bien, on a de l'espace, donc on ne touche pas le toit, ce qui est un point très positif. Par contre, l'impression, toujours pareil par rapport à l'impression du conducteur, mais c'est même un peu moins bien, je dirais, c'est le confort du siège arrière qui est vraiment très ferme. Donc maintenant, je vais me mettre au milieu. Et je pense que là, un passager au milieu sera vraiment pas bien, parce que pour gagner de la place, l'assise de siège vraiment est même évasée. Je ne sais pas si vous voyez là, elle a été évasée. Donc elle est moins longue que le siège des deux passagers. Et même quand on est sur le siège passager, comme je vais le faire maintenant, on a une sensation quand même que l'assise est assez courte. Et le dossier est assez vertical.
Mais nonobstant, on peut quand même faire des kilomètres dans cette position. Alors au niveau du coffre, ce que je trouve appréciable, bon c'est vrai que c'est très noir, donc vous vous rendez peut-être pas forcément bien compte, mais on a quand même un coffre assez spacieux. Et ce qui est bien sur ce type de voiture, donc qui a un haillon, tout ayant une forme assez sportive, c'est quand même, on a une hauteur assez appréciable au niveau du coffre et qui descend quand même assez bas aussi. Alors ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va faire un test. On va retirer la tablette, on va baisser les sièges et on va voir, on va tester la capacité du coffre en mettant des cartons dedans, voir quelle somme de cartons on peut mettre à l'intérieur. C'est quand même pas mal de choses. Voilà les enfoirés, donc on a enlevé la tablette qui était ici. On a rabattu les deux sièges qui sont en 2 tiers, 1 tiers. J'ai mis la tablette derrière et j'ai réussi à enlever l'assise pour qu'on puisse vraiment avoir un plancher plat. Alors la surprise, c'est que la banquette, comme sur beaucoup de véhicules, ne bascule pas comme ça. Et après on descend les sièges. Je ne sais pas si c'est par souci d'économie, mais il faut la déclipser. Donc l'assise en bas, celle-ci là que je vous montre là, qui était en dessous, il faut la tirer et on l'enlève carrément. C'est pas un basculement. Alors c'est un peu surprenant, c'est la première fois que je vois cette configuration, mais on peut quand même arriver à avoir une surface plus plane. Alors pas totalement, hein, comme vous voyez, puisque eh ben, on a notre coffre qui est plus bas que nos sièges, alors que sur certains véhicules on arrive à avoir eh bien, un coffre totalement plat. Je pense que c'est parce qu'ils voulaient avoir plus de profondeur de coffre. Alors les enfoirés, au niveau multimédia, on a notre écran qui est de taille moyenne, hein. Je pense que ça commence à vieillir un petit peu avec toutes les fonctions. Et ce que j'ai trouvé assez pratique, c'est qu'ils aient conservé quand même toutes les commandes de climatisation. Et un peu plus bas, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir vraiment derrière notre pommeau, on a d'ailleurs une boîte 6 vitesses, eh bien, on a une prise auxiliaire, on a 2 prises USB et on a notre prise allume-cigare traditionnelle. Et le fait que ça soit directement accessible comme ça, je trouve ça plutôt pratique et pas forcément très commun sur l'ensemble des véhicules. Ouais les enfoirés, donc vous voyez qu'il y a quand même un beau volume, hein. La voiture est gonflée à bloc. On peut mettre quand même pas mal de choses. Voilà les enfoirés, ce que ça représente en volume dans la voiture. Vous voyez un petit peu le nombre de cartons qu'on a pu mettre dans la voiture. Il y en a 180. Et c'est quand même conséquent. Donc la taille, on a 1,40 m de large, 1,80 m de haut et 80 cm de profondeur. C'est quand même assez conséquent. Donc première impression de conduite, écoutez, la voiture est assez souple, hein. Elle reprend bien. La boîte est douce aussi. Je la trouve pas étagée, enfin l'étagement c'est pas ça, mais le guidage est correct sans plus. Je trouve juste que la boîte accroche un petit peu, la deuxième. Donc je trouve la voiture globalement assez silencieuse. Hormis on a quelques bruits d'air, alors je sais pas si c'est au niveau des rétros ou de la porte. Donc là, les reprises sont, on est sur la route, hein, donc les reprises sont assez bonnes. On a du couple à peu près partout. Et là où je suis assez étonné, c'est que la voiture peut reprendre en quatrième à 1000-1200 tours sans trop de soucis. Donc là je suis à 1200 tours, à 50, en quatrième. Et je peux réaccélérer, la voiture va repartir. Donc ça veut dire qu'on a une plage d'utilisation de la voiture qui est intéressante. Tout à l'heure j'ai fait un essai, j'étais à 70 en cinquième, aux alentours de 1000-1200 tours. Pareil, la voiture reprend. Par contre, quand on est en sixième, là, on
est à la limite quand même. Hein. Donc là, on est en 6e, on est à 80 km/h, on est à 1400 tours à peu près. La voiture arrive à reprendre sans trop de soucis. Donc c'est assez performant. Là, je suis à 90, 1500 tours, 6e vitesse. Bon, la voiture est à l'aise, elle ne hoquette pas. Donc c'est quand même très très performant. Hein. Et on comprend mieux pourquoi les consommations peuvent être basses. Hein. Donc on imagine que vraiment au fil du temps ils ont vraiment considérablement amélioré la gestion des turbos, des injections, et ça c'est appréciable. En revanche, ce qui est un petit peu surprenant, même si on n'a pas beaucoup de bruit d'air, on a quand même quelques-uns, et bien on a quand même des petits bruits, des petits gling-gling qui sur une voiture qui a 3000 km, donc qui est neuve, qui sont un peu surprenants. Alors le châssis est quand même moins confortable qu'on peut imaginer sur ce type de voiture. Hein. Bon, moi l'image que j'avais de Renault, hein, c'est que on a des châssis qui sont assez souples, les voitures sont très confortables. Là la voiture ne gomme pas parfaitement toutes les inégalités de la route, donc certainement un parti pris d'avoir un châssis un peu plus ferme, un peu moins confortable. Alors, petit détail amusant, nous les vieux on n'est pas habitués encore à ça, mais je pense que beaucoup de véhicules modernes en sont équipés, c'est que vous avez un retour d'information dans le volant quand vous mordez sur la ligne blanche. Donc ça fait des vibrations dans le volant, hein. Je pense que un certain nombre d'entre vous ont expérimenté ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'on se croit un petit peu dans un jeu vidéo. Alors au début, quand j'ai pris la voiture, évidemment, j'étais un petit peu surpris. On se demande toujours s'il n'y a pas un problème dans le train avant. Et c'est un petit peu déroutant. Je ne suis pas hyper fan. Je pense que c'est vraiment intéressant dans des cas d'urgence, quand par exemple les gens risquent de s'endormir au volant. Sinon, c'est un intérêt quand même un peu limité. Mais j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Ouais les enfants, donc quand vous êtes à 1200 tours, 1250 tours, à 70 en 6e, la voiture elle a quand même un peu de mal à reprendre. Mais globalement, le couple permet de reprendre à des régimes quand même très bas, et ça, je trouve ça très très bien. Alors les enfants, il y a une question que je me posais là, donc une route avec 90 km/h, donc on a mis le régulateur, et une question que je me posais, c'est est-ce qu'on pouvait avoir une conduite très économique avec un régulateur? Parce que quand vous faites une conduite économique, dès que vous relâchez l'accélérateur, eh bien la voiture consomme 0. Là, vous voyez, j'ai le régulateur à 90, je suis en descente et on est à 0 de consommation, 0,9, etc. Donc ça veut dire que grâce au régulateur, on va pouvoir adopter la même, ou plutôt avoir les mêmes bénéfices que la conduite économique sans le régulateur. Et ça, c'est vrai que ça fait longtemps que je me posais la question. Alors je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur la conduite économique. Je trouve ça intéressant. Rapprochez-vous de votre assureur. Moi, mon assureur proposait des formations gratuites aussi bien sur la conduite économique que sur la conduite de sécurité. Donc allez voir ces deux vidéos, dites-moi ce que vous en pensez. Et là, j'ai une application concrète avec le régulateur. Maintenant, je sais qu'on peut conduire au régulateur de façon très économique. Partagez avec moi vos commentaires. Alors, il y a un détail sur cette voiture que je trouve appréciable, vous allez voir. Ça fait un peu vieux con, mais ils ont conservé, alors je suis un peu étonné, parce qu'avec toutes les... Enfin, disons, tout le modernisme, le fait que les voitures ne soient pas si vieilles. Donc il y a un détail sur lequel je trouve ça intéressant, sur une voiture aussi moderne, même si elle est de 2016, c'est qu'ils ont conservé le frein à main classique. Et bon, ça fait un peu vieux con, mais moi je préfère le frein à main classique au bouton, on ne sait jamais où on en est, et qui peut des fois laisser apparaître certaines ambiguïtés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Ouais les enfants, donc depuis notre départ, on a fait 323 km. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la jauge, on n'a même pas consommé un quart. Donc ça me paraît pas mal du tout en termes de... Mais là, vous voyez, là on a une moyenne de
peu près, je ne sais pas sur quelle distance, c'est marqué 5 litres, mais je ne sais pas sur quelle centaine de kilomètres cette moyenne est faite. Conso. Je vous montre rapidement le GPS. Donc avec le clavier tactile, on rentre l'adresse. Je ne sais pas s'il y a une commande vocale là-dessus qui peut nous permettre de rentrer l'adresse de manière plus rapide et plus ludique. Alors sur le petit bilan de la voiture, bah écoutez, moi j'ai trouvé que après 300 km, on n'a fait que de la route, hein, donc des portions à 80-90 km/h. Donc la voiture est vraiment très économique, elle reprend très bas dans les tours. Donc avec la boîte 6 vitesses, ça a vraiment été conçu pour la souplesse d'utilisation et puis pour l'économie qu'elle procurera en consommation. Alors par contre, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que comme c'est une voiture souple, comme c'est une voiture économique, je m'attendais à son volant à ce que ce soit quelque part beaucoup plus confortable, avec un châssis peut-être un petit peu plus souple et des sièges plus agréables sur les longs trajets. Là, j'ai trouvé ça un peu ferme. Mais comme vous pouvez le voir, après 330 km, vous voyez, on aura toujours 670 km d'autonomie. Je ne sais pas exactement quelle est la capacité du réservoir, mais ça paraît quand même assez extraordinaire. Alors moi j'aimerais bien que pour ceux qui possèdent notamment ce type de véhicule, hein, donc là je vous parle d'une Mégane 4 1,5 litre TDCi, 115 chevaux en phase 2, bon, qui selon moi n'est pas un foudre de guerre. Et c'est normal parce que l'économie a été privilégiée. J'aimerais savoir pour l'utilisateur, ceux qui ont conduit beaucoup plus de kilomètres que moi, qui nous donnent votre avis, votre ressenti sur tous les aspects du véhicule et qu'on puisse se partager. Voilà, donc je vais faire un petit bilan conso avec vous sur la voiture, puisque sur l'Under de bord, on avait une autonomie restante de 670 km. On a fait 330 km à peu près sur des départementales à 80-90. Ça veut dire une autonomie théorique de 1000 km, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais si j'ai regardé la capacité du réservoir, on est à 49 litres. Donc si vous faites le ratio 49 litres par rapport à 1000 km, eh bien on serait plutôt dans les 4 litres 5 de consommation. Donc on est assez loin des 3 litres 5 annoncés par le constructeur. Donc la réalité serait plutôt entre 4 litres 5 et 5 litres, alors même qu'on n'a pas fait d'autoroute. Alors à l'issue de cet essai, outre la qualité d'utilisation du véhicule, on peut se poser la question légitimement si j'ai pas conduit la dernière des Mohicans, hein, c'est-à-dire la dernière survivante d'une espèce qui est en voie de disparition et qu'on ne retrouvera peut-être plus. Pourquoi ? Parce que c'est un véhicule de diesel, c'est une Mégane 4. La Mégane 4, pour l'instant, ne se retrouve pas dans la Mégane 5 avec une motorisation diesel. La Mégane 4 aujourd'hui n'a qu'une seule motorisation diesel en production. Et à terme, avec les normes, avec le fait qu'on pousse beaucoup l'électrique, est-ce qu'elle ne va pas disparaître? Alors, ce véhicule, aujourd'hui, on est dans les alentours de entre 29 et 30 000 euros d'achat, ce qui est quand même déjà une grosse somme. Mais si vous voulez le modèle équivalent en électrique, la Mégane 5, même s'ils ont baissé les prix il n'y a pas très longtemps, on est entre 35 et 45 000 euros hors bonus écologique. Je crois que c'est autour de 6 000 le bonus, mais comme ça varie tout le temps, je compte sur vous pour me dire exactement ce qu'il en est. Si on prend le modèle de base à 35 000 euros, moins 6 000, voilà, on arrive à peu près dans les 30 000, sauf que c'est vraiment la version de base. Donc il faudrait comparer avec ce véhicule qui est certainement un certain nombre d'options. Il faudrait comparer d'option à option, voir dans quelle zone de prix on est. Et il y a une autre question de fond, qui colle à la peau de l'électrique, c'est l'autonomie. La Mégane 5 électrique aujourd'hui, elle est annoncée à 450 km à peu près. Ce sont toujours des données théoriques qui peuvent fluctuer avec les conditions d'utilisation, la météo, notamment la température. Alors qu'aujourd'hui, la Mégane diesel, telle qu'on la connaît, on a quand même plus de 800 km d'autonomie. Il n'y a pas de gros écart de consommation, visiblement, en théorie, entre la ville et la route, comme c'était le cas avant, puisqu'ils annoncent sur la route 3,5 litres, en mix 3,9 litres et en ville 4,6 litres. Donc vous voyez, l'écart il est assez faible, ce qui veut dire
que notre autonomie sera toujours importante et toujours du double d'une électrique. Alors, quand on vit à la campagne et qu'on doit faire beaucoup de routes, le diesel aujourd'hui reste quand même une alternative qui reste très convaincante. Avec cet inconnu, c'est l'explosion du prix du diesel qui est très nette. Mais on a aussi une explosion du coût de l'électricité. Donc, comment faire? Voilà, donc le débat est lancé. Est-ce que les berlines compactes, familiales, diesel vont totalement disparaître? Le débat reste à trancher. Je vous remercie d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des nombreuses futures vidéos. Voilà les enfoirés. Je vous dis à très bientôt. Ciao!